Quand nous parlons de la Révolution tranquille, nous parlons d'une période qui s'inscrit dans un temps. Et cette période-là est particulièrement importante dans l'histoire québécoise. Elle est remplie de signification parce que les gens qui y ont vécu ont ressenti à l'époque un changement important. Merci. Certains vont dire, comme Fernand Dumont le soulignait, qu'il s'agissait d'une évolution bruyante. Il y a un changement qui est progressif, évolutif à travers le temps, mais qui est bruyante. Donc, ça veut dire qu'il y a une prise de parole qui est particulièrement grande à ce moment-là, qui rend la chose plus audible. D'autres vont dire, au contraire, c'est beaucoup plus un tournant révolutionnaire. Un historien comme Fernand Ouellette, par exemple, va insister sur ce tournant révolutionnaire en disant, vous voyez, il y a toute une série de déterminants, par exemple dans le domaine de l'alphabétisation, dans le domaine de l'éducation, qui ont connu une rupture importante. Et cette rupture-là, elle se caractérise ici justement par une révolution, un tournant révolutionnaire. Eh bien, nous sommes beaucoup plus près de gens comme Dumont ou encore de gens comme Jean-Philippe Warren ou Suzanne Mann qui insistent beaucoup plus sur cette évolution parce que le thème bruyant nous intéresse, parce que ça montre justement cette présence des citoyens et des citoyennes dans l'espace public qui prennent la parole, qui se constituent comme sujet politique et qui décident désormais d'intervenir dans le domaine politique. Ça se manifeste de différentes façons, évidemment, avec le rôle de l'État. L'État est une référence importante, voire même centrale. On considère qu'il est le garant du bien commun au Québec et qui permet justement de porter les aspirations des Québécois et des Québécoises qu'il présente. Et ces aspirations-là, elles sont de différents types, mais elles sont rassemblées par une volonté d'émancipation collective. Quand commence la Révolution tranquille? Et à ce sujet-là, plusieurs historiennes et historiens ont donné des réponses différentes. Mais pour Martin et moi, la Révolution tranquille commence avec la mort de quelqu'un, comme disait André Laurendeau, commence avec la mort de Maurice Duplessis en septembre 1959. C'est le début d'un temps nouveau. Duplessis symbolise, dans le fond, tout un régime politique, tout un système politique, toute une culture politique qui est de plus en plus critiquée. On pourrait dire dès le début des années 50, mais particulièrement là, à partir du milieu des années 50, qui est critiqué par non seulement les acteurs du milieu syndical, parce qu'on sait très bien que le gouvernement Duplessis était anti-syndicaliste, mais aussi critiqué de plus en plus dans les différents groupes d'artistes, par différentes aussi figures intellectuelles qui vont critiquer un régime de plus en plus sclérosé et qui est centré sur l'idée, dans le fond, là, d'un Canada français un peu figé dans le temps. Et donc, la mort de Duplessis va permettre à bien des groupes qui s'opposent au régime du gouvernement mis en place par l'Union nationale, dirigé par Maurice Duplessis, va donc permettre une certaine prise de parole dans l'espace politique qui est encore plus importante qu'elle était lorsque Maurice Duplessis était vivant, était au pouvoir, et va permettre aussi aux forces qui se sont tournées vers le Parti libéral, donc, de se mobiliser dans l'espace public. La Révolution tranquille concerne
tous les Québécois et les Québécoises qui ont vécu sur le territoire québécois, de la mort de Maurice Duplessis jusqu'à la loi 111, la loi forçant le retour au travail des syndiqués du secteur public en 1983. Donc, parmi ces Québécois et ces Québécoises, ces habitants du territoire québécois, il y a des gens qui appartiennent à une nation. Donc, plusieurs se reconnaissent dans cette dimension de la nation, mais d'autres également ne sont pas membres de cette nation, mais participent de cette expérience commune qu'est l'expérience québécoise. Pourquoi? Parce que l'élément important ici, c'est cette représentation collective qu'on a de l'État comme garant du bien commun. Un État s'occupe des habitants sur un territoire donné. Et ces habitants, peu importe leur origine, peu importe leur classe sociale, peu importe leur appartenance nationale, se reconnaissent dans cet État. Donc, il y a un élément qui est particulièrement important ici, cette Révolution tranquille, puisque l'État devient le garant du bien commun et qu'on se le représente ainsi, eh bien, ça concerne l'ensemble des habitants du Québec, c'est-à-dire les Québécois et les Québécoises. Les grandes caractéristiques de la Révolution tranquille, pour nous, au-delà du fait que, justement, dans notre définition, c'est le moment où il y a un consensus entourant la création d'un État québécois qui soit fort, pour nous, les acteurs de la Révolution tranquille ne sont pas uniquement les responsables politiques et les technocrates qui entouraient ces responsables politiques, qui vont donc travailler fort dans les années 60 à développer un État interventionniste, un État qui soit garant du bien commun. Ces nouveaux protagonismes dans l'espace public, que sont les porte-paroles des groupes de pression, que sont les différents porte-paroles ou encore militants très audibles des différents mouvements sociaux, ont parfois été laissés de côté dans l'historiographie qui porte la Révolution tranquille, et d'autres fois non. Alors, ça dépend. Je pense, par exemple, à Léon Dion avec son livre « La Révolution déroutée ». Alors, pour lui, la société civile, et ce qu'il entendait par société civile, c'était justement tous ces acteurs, tous ces protagonistes issus, là, on pourrait dire, de la société en général, donc mouvements sociaux, groupes de pression, etc., avait eu un grand rôle à jouer dans la Révolution tranquille. Mais pour d'autres historiens, historiennes ou chercheurs, ceux-là ou celles-là se sont concentrés sur les réformes initiées par les responsables politiques. Donc, dans le fond, souvent l'histoire des grands hommes et quelques grandes femmes qui faisaient partie du gouvernement Lesage ou du gouvernement, par exemple, de Daniel Johnson ou Robert Bourassa, etc., jusqu'à René Lévesque. On n'est pas parti de rien, on fait une synthèse, donc on a rédigé une synthèse en s'appuyant aussi sur les travaux de nos collègues, les travaux qui ont été réalisés avant nous, mais donc ce qui donne une richesse à notre analyse et notre interprétation, c'est le fait justement que pour nous, ces différents protagonistes issus des mouvements sociaux, des groupes de pression, du mouvement culturel, etc., des artistes, eh bien, ont un rôle actif à jouer dans cette histoire de la Révolution tranquille. Quelles sont les composantes importantes de la Révolution tranquille? Un élément qui est particulièrement important, c'est la notion d'émancipation. Qu'est-ce qu'on entend par émancipation? C'est-à-dire, les citoyens, les citoyennes sont pris avec des contraintes qui sont importantes. Des contraintes économiques, par exemple, des contraintes sociales qui sont importantes, des contraintes nationales, dans certains cas, qui sont importantes. Eh bien, la volonté de la Révolution tranquille, qui est présente parmi les citoyens et les citoyennes, c'est justement de s'émanciper. On le remarque, par exemple, avec le mouvement des femmes. Le mouvement des femmes qui s'est développé de manière importante avec le contrôle sur la contraception, avec le contrôle également, l'accès au divorce, avec l'accès à des emplois qui sont mieux rémunérés, et ainsi de suite, à une présence plus grande dans l'espace public, fait partie de cette volonté d'émancipation. Elle se paraît, par exemple, dans le domaine de l'éducation. Il y a tout ce grand mouvement de démocratisation du savoir qui se présente
Pourquoi? Parce qu'on considère que le savoir est un moyen, un instrument d'émancipation particulièrement important. C'est ce qu'on va voir à travers la réforme de l'éducation qui va marquer le Québec des années 60 et 70. On va voir également aussi avec les mouvements sociaux, mais aussi des mouvements populaires qui sont présents dans le domaine, par exemple, du syndicalisme, avec les forces de pression qui sont présentes dans les années 1960-70, entre autres la grande grève du Front commun de 1972, qui marque justement l'imaginaire, parce qu'on veut avoir de meilleures conditions de salaire, de meilleures conditions de travail, entre autres parmi les syndiqués du secteur public et parapublic, parce que ce sont des éléments d'émancipation qui sont présents. Cette émancipation se paraît également pour la sensibilité qu'on a aux droits. Et ça va se présenter, entre autres, dans l'épineuse question linguistique. Dès 1967, à Saint-Léonard, des parents d'élèves qui sont d'origine italienne vont vouloir avoir un accès de plus en plus large à un enseignement en anglais, alors que de l'autre côté, vous avez des militants nationalistes francophones qui considèrent que l'apprentissage du français est crucial dans notre société pour pouvoir mieux s'intégrer, même si les causes divergent. Ce qui est important, c'est cette notion d'émancipation qui est présente. Elle va être encore beaucoup plus présente dans les années 1970 parce qu'on considère que l'accès à la société, l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé, et on peut parler par exemple de l'importance de l'assurance maladie au Québec en 1970, sont tous des éléments qui permettent aux citoyens et aux citoyennes de pouvoir vivre pleinement, de s'épanouir dans la communauté politique, dans la cité. Donc, s'il y avait un terme qui caractérise la Révolution tranquille, c'est le terme d'émancipation. Est-ce que le nationalisme subit des changements à l'époque de la Révolution tranquille? La réponse, c'est oui. Avant la Révolution tranquille, on parle d'un nationalisme canadien-français, tourné essentiellement vers l'idée de la survivance de cette nation canadienne-française. Qui est au cœur? Quelle institution est au cœur de la survivance dans le nationalisme, dans l'idéologie du nationalisme canadien-français? C'est en grande partie l'Église catholique. D'ailleurs, un chercheur comme Jean-Philippe Warren va parler d'une Église-nation qui est au cœur de ce nationalisme qu'on appelle le nationalisme canadien-français, que certains ont dit traditionnel, nationaliste canadien-français. L'Église est garante du bien commun, mais ce bien commun pour la nation canadienne-française, pour les nationalistes canadiens-français, c'est la survivance culturelle et religieuse. Au moment de la Révolution tranquille, il y a une réforme importante de la conception de la nation qui se pose. Première réforme, c'est une réforme qui est à la fois territoriale et ethnique. Le nationalisme tel qu'il se présente à la fin des années 50, c'est celui du Canada français. Cette volonté qui, à partir de 1840, on parle d'une présence des Canadiens français sur l'ensemble du continent nord-américain. Eh bien, les tensions sont particulièrement grandes à la fin des années 50 entre Canadiens français qu'on retrouve en Ontario, qu'on retrouve dans les prairies, qu'on retrouve auparavant dans les États américains de la Nouvelle-Angleterre. Eh bien, lorsqu'en 1967, les États généraux du Canada français se présentent, c'est l'éclatement de cette conception d'un Canada français. Parce qu'au Québec, on considère important que l'État québécois est un moyen important pour assurer l'avenir de cette nation, et c'est un moyen important, donc il est capable donc de s'autodéterminer. Et sur la question de l'autodétermination de l'État québécois, la conception nationale du Canada français va éclater à ce moment-là. Autre élément, ce qui va être présent, c'est non seulement la présence de l'État, d'un nationalisme territorial, mais un nationalisme qui se caractérise par des droits. Des droits, entre autres, en matière linguistique, des droits en termes de promotion socio-économique, des droits en termes de capacité d'émancipation. Et ça va se manifester avec plusieurs projets politiques, entre autres le projet du fédéralisme renouvelé, le projet des États associés et surtout la question indépendantiste. La question indépendantiste va se manifester de différentes façons.
la volonté d'établir un État indépendant va se manifester soit par un projet d'État associé qu'on appelle la souveraineté association. D'autres, au contraire, c'est la notion d'indépendance pure et future qu'on pourrait dire en tant que tel d'un État qui n'a pas de lien avec l'ensemble canadien. Eh bien, ces projets nationalistes vont être particulièrement importants au moment de la Révolution tranquille. Et ça va se manifester, entre autres, par une volonté d'accorder une voix au peuple, une voix aux citoyens et citoyens par le projet, justement, d'un référendum. Le référendum de 1980 est un des principaux moments d'expression politique et d'émancipation politique en tant que telle, par lesquels les citoyens vont se prononcer. Ils vont refuser à 60-40 le projet de souveraineté association, d'accorder un mandat au gouvernement québécois de négocier la souveraineté association. Mais ce référendum-là va mettre la piste également pour une redéfinition du nationalisme qui va se manifester plus tard au moment du lac Meech, de l'accord du lac Meech et du référendum sur la souveraineté partenariat en 1995. Pour nous, il y a deux phénomènes qui font en sorte que la Révolution tranquille s'essouffle et se termine. D'abord, l'échec du nouveau nationalisme, qui sera un échec temporaire, puisque à la fin des années 80, au début des années 90, il y aura une espèce de renouveau. Mais pour nous, la période référendaire, et que ce soit ceux et celles, par exemple, dans le camp de Claude Ryan, qui militaient pour un fédéraliste renouvelé. Donc, c'était des nationalistes, mais d'allégeance fédéraliste, mais qui ne souhaitaient pas le statu quo, qui souhaitaient que le Québec obtienne une place particulière au sein du Canada avec des pouvoirs accrus. Eux ont fait la campagne référendaire, comme les gens autour de René Lévesque et les souverainistes indépendantistes qui souhaitaient que le Québec devienne, dans le cas de René Lévesque, un État souverain, mais avec association avec le Canada, ou encore avec d'autres qui militaient aussi au sein du Parti québécois, qui se disaient plutôt indépendantistes, mais ce sont deux branches de ce nouveau nationalisme. Et à la fois l'échec référendaire et le rapatriement de la Constitution, tout le processus qui entoure le rapatriement de la Constitution, symbolisent pour nous l'échec de ces nationalistes qui souhaitaient que le Québec, que l'État québécois obtienne plus de pouvoir. Donc tout ça est dans cette logique aussi d'un État-providence de plus en plus imposant, de plus en plus fort au Québec. Le référendum de 80 jusqu'au rapatriement de 82 symbolise pour nous donc un premier moment de fin de révolution. Le deuxième, c'est la crise économique qui va mener d'ailleurs à une crise budgétaire très importante au début des années 80, qui va faire en sorte qu'un gouvernement comme celui de René Lévesque, qui au tout début, dans son premier mandat, des années 76 jusqu'à la fin des années 70, l'État québécois devient encore plus interventionniste. Il fait des réformes où il va répondre à différents groupes de pression, justement, à différents mouvements sociaux qui souhaitent des réformes toujours dans le domaine féministe, environnementaliste et tout. Mais la crise économique et les choix budgétaires qui seront faits par ce gouvernement, surtout dans les années 81, 82 jusqu'à 83, vont faire en sorte pour nous que l'État-providence, donc, s'essoufflera. Et la montée au sein même de la société civile au Québec, que ce soit parmi les acteurs économiques, mais aussi parmi d'autres acteurs intellectuels ou d'autres, qui vont mettre de l'avant l'idéologie du néolibéralisme, donc moins d'État dans la société, que l'État, trop d'État, ça entraîne des problèmes et tout, donc vont contribuer justement à cet effritement du consensus entourant l'État québécois comme garant du bien commun. Et c'est ce qu'on va voir, et on met une date de fin avec la loi 111, qui en fait symbolise là, la rupture totale entre le gouvernement Lévesque, pourtant favorable dans son premier mandat aux syndicats, parce qu'il y avait plusieurs militants au sein du Parti québécois qui étaient des militants syndicalistes, etc. Mais avec la loi 111,
où on oblige le retour au travail des enseignants et une autre loi juste avant qui avait obligé le retour au travail aussi de d'autres fonctionnaires, c'est une rupture entre le Parti québécois et le gouvernement Lévesque et plusieurs militants et acteurs de mouvements sociaux. Et cette rupture-là symbolise cette fin de Révolution tranquille.